peu avant l'heure, mais ça nous va bien, puisqu'on est tous là, pratiquement. Bon, ce soir, c'est très très particulier. Pour vous, pour nous, et aussi pour notre ami Claude Goasguen. Je vais vous dire pourquoi. Vous vous souvenez que lorsque Bill Clinton était venu rendre hommage à Yitzhak Rabin, il avait dit « Shalom Chaver ». On avait été obligé d'expliquer au monde entier ce que ça voulait dire qu'être un Chaver. Alors, un Chaver, c'est un ami, mais c'est plus que ça, c'est un frère. Vous savez que lorsque nos jeunes gens vont à l'armée, l'une des premiers concepts de société, de culture, d'être ensemble en Israël, c'est ce concept de chevre, de chaverim. C'est-à-dire des gens qui vont au combat pour vous, qui sont à vos côtés quand vous en avez besoin, qui sont d'une loyauté inébranlable, qui sont solidaires à 100% et avec qui vous pouvez aller vous battre. Et vous savez que quoi qu'il arrive, ils seront là. S'il y a un blessé, on ne le laissera pas derrière. S'il y a quelqu'un malheureusement qui n'est plus avec nous, on le ramènera quoi qu'il arrive, même sous les bombes. C'est ça, être un Chaver en Israël. C'est, je crois, un des mots les plus formidables de notre langue, d'autant qu'en plus, il a un aspect supplémentaire. Chaver, c'est aussi chibour. C'est-à-dire, chibour, ça veut dire être ensemble, ça veut dire être lié. Être lié au-delà véritablement de tout ce qu'on peut voir, écrire, chanter ou danser, c'est quelque chose de beaucoup plus fort que ça. Eh bien, cet homme-là, Claude Goasguen, il est ce Chaver. Il est cet ami, il est ce frère, il est ce Français chrétien qui depuis toujours, depuis le premier jour, est à nos côtés avec ce qu'on appelle en bon français raffiné, sa grande gueule, au sens le plus positif du terme. Il les cache, il ne laisse rien passer, il a tous les courages politiques pour tout ce qui est la justice, pour tout ce qui à ses yeux est une véritable démocratie, et c'est un républicain, c'est un amoureux de la démocratie, c'est un prof d'histoire, il a été président d'université de droit, il sait ce que c'est, et il apprécie énormément à la fois la justice et l'appareil judiciaire d'Israël, qui ne fait de cadeau à personne, comme vous le savez, c'est quelquefois un peu excessif, mais c'est la réalité d'Israël. Et c'est aussi notre force, même si quelquefois ça fait mal, c'est comme ça. Et à ce titre-là, je voulais véritablement lui rendre un immense hommage, parce qu'il a été notre président au sein de l'association des amis français du collège académique de Natania. Il a permis au campus francophone d'être mieux connu, d'avoir des partenariats avec des universités extraordinaires, comme Paris-Dauphine, comme Sophia Antipolis, comme Nancy. Il a permis aussi une très grande approche de tous les décideurs français qui nous ont honorés de leur présence, de leur soutien tout au long de ces années et qui ont fait de ce campus un modèle d'intégration de jeunes universitaires ou de jeunes qui voulaient faire leurs études universitaires en Israël et qui aujourd'hui véritablement est un modèle du genre parce que c'est un succès à la fois académique et humain remarquable, étant donné qu'il est accompagné de tout ce qui est cette espèce de bienveillance, d'engagement absolu pour faire de nos étudiants des gens qui réussissent à se prendre en main et à obtenir un diplôme remarquable. On leur donne des tuteurs, on leur donne des bourses bien sûr, mais il y a tout ce qu'il y a autour, y compris cette grande plateforme culturelle, politique et publique que nous mettons à la disposition à la fois de notre communauté francophone de Natania, mais aussi de nos étudiants. Et à ce titre-là, bien sûr, notre mission, qui est la mission principale dans ce lieu d'études et d'excellence qu'est Natania, du Collège académique de Natania, d'intégrer nos étudiants, nous avons réussi, et aussi, bien sûr, grâce à Claude Goasguen. Alors, je vais vous demander quelques minutes pour regarder un tout petit peu ce qu'il a dit jusque-là tout au long de ces années, et puis on reprendra la discussion tout de suite après. De nos systèmes démocratiques. Il prend Israël comme prétexte, et c'est un combat beaucoup plus large. Et aujourd'hui, je le mets comme président de France Israël, mais aussi comme démocrate français et attaché à la démocratie. Mes amis, ici, dans cet arrondissement,
sur la des droits de l'homme, enfin du maréchal Foch et de ceux qui se sont battus pour la République et pour la liberté, je dis solennellement, nous nous battrons jusqu'au bout pour libérer Bilal Chalit. Jusqu'au bout, parce que notre combat est juste. Jusqu'au bout, parce que nos adversaires sont des terroristes. Jusqu'au bout, parce que nous ne laisserons pas un jeune Français franco-israélien détenu depuis 4 ans d'une manière scandaleuse, en otage, dans les gens du Hamas. Ne vous trompez pas, il n'y a pas d'otages en Israël. Il y a des prisonniers. Les prisonniers ne sont pas des otages. Les otages, ce sont des gens que l'on échange comme une marchandise, revenant au plus mauvais moment de ce qu'était la traite des hommes et des femmes. Le Hamas n'est pas un parti politique. Le Hamas est une bande de terroristes. Il faudrait savoir, en définitive, ce que cherche la France à l'égard de l'État d'Israël. Est-ce que vous croyez sincèrement que le fait de considérer comme palestinien le mont du Temple va changer l'affectation historique du mont du Temple à la culture juive et à la culture chrétienne, voire à la civilisation internationale? C'est une plaisanterie. Est-ce que vous croyez, monsieur le Premier ministre, que l'UNESCO va sortir grandi de cette opération de tambouille politicienne faite avec des émirs? Est-ce que vous croyez qu'il est digne pour la France de soutenir une résolution de cet ordre qui dénature complètement le sens de la défense de la culture? Désormais, l'UNESCO, c'est la contre-culture. Et la France se déshonore. La France en a assez de détruire la vie des ennemis. Pour terminer, mes chers amis, aujourd'hui, nous manifestons parce que l'Occident est en perdition. Nous avons perdu partout. En Syrie, en Irak, il y a des Russes, il y a des Iraniens, il y a des Turcs, il y a quelques forces spéciales américaines. Où sont-ils les Occidentaux? Où sont-ils les Occidentaux qui font des conférences sur la Palestine et sur Israël? Nous sommes inexistants au Moyen-Orient. Nous n'existons plus. Et quand nous existons, nous donnons des mauvais. Parce que nous avons soutenu Al-Qaïda à Alep. Disons les choses. Le gouvernement français s'est trompé. Avec les Américains, nous sommes responsables en grande partie de la situation en Syrie. Mais on vient d'Irak. Il n'y a pas de Français en Irak. Il y a des Français à Daesh. Et on parle dans la région de Mossoul du Français qui est maire de Daesh, qui est maire de Mossoul, premier-vous. Le seul Français qui est connu dans cette région, eh bien, il est le maire de Mossoul, Daesh. C'est-à-dire qu'il tient, c'est ça la France. Croyez-moi, j'en ai assez du TRC, j'en ai assez. Quand même approché le champ de la commission des affaires étrangères. Je vais faire un rapport avec un de mes collègues sur le Moyen-Orient. Je sens bien, je reviens d'Irak, du Kurdistan. Je vois bien que quand même la situation est très fragile et que nous pouvons aller, si la moindre erreur est commise, cette étincelle peut se transformer dans un débordement de violence incroyable. Donc c'est important, tout est important en ce moment, en ce qui se passe dans cette région, et je vais voir. Et je n'ai personne, voilà. 70 ans. C'est un jeune pays. C'est le pays qui nous réconcilie avec la civilisation. C'est le pays, à la fin du XXe siècle, qui nous fait croire que tous les hommes ne sont pas fous. La création d'Israël, c'est la merveille de la fin du XXe siècle. Nous soyons comme nous étions, des amis, des frères, d'Israël. Merci Claude pour mentir et dire que je parle très bien le français. Bonsoir à tous. C'est un double titre ce soir que j'ai l'honneur d'accueillir dans ce lieu d'enseignement supérieur du Collège académique de Netanya, une personnalité française de premier plan, l'ancien ministre, le député, M. Claude Vosguen. En ma qualité de conseil personnel auprès
de notre chère mairesse Myriam Faerberg, je vous transmets de sa part ses sentiments d'amitié sincère et d'admiration pour votre combat de longue date pour le peuple juif et l'État d'Israël. Ce campus francophone qui existe grâce à notre grand ami Claude Brugman-Breitman est d'une grande importance pour les francophones et pour la culture française en Israël. Bienvenue et longue vie à l'amitié entre la France et Israël. Merci. Alors maintenant, on va quand même te remettre quelque chose qui veut dire ce qu'on t'a dit jusque-là. Et je voudrais te demander de venir le recevoir. Alors, ce qui a marqué là, c'est Claude Goasguen, Travers. C'est mon frère. Vous devez l'applaudir. Allez, 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 allez. Arié. Voilà. Alors, je vais présenter quand même Arié que tout le monde connaît ici, mais quelques minutes pour vous dire que c'est quelqu'un d'abord très proche de notre collège, qui depuis le premier jour où nous nous sommes rencontrés avec les gens d'Elnet, Elnet, c'est l'European Leadership Network, c'est un lobby. Ce que je voulais dire, c'est que Elnet, donc, c'est un lobby européen qui travaille pour le renforcement des liens entre Israël et l'Europe. Arié est responsable, c'est le président, c'est le directeur exécutif du bureau d'Elnet France. C'est à lui qu'on doit toutes les délégations, des décideurs, des journalistes, des hommes d'affaires, des gens qui peuvent, en touchant du doigt un peu Israël, revenir avec une idée un petit peu différente. C'est un boulot extraordinaire. Et là, ce soir, à ses côtés, il y a aussi Abravanel qui fait partie aussi de cette organisation, avec qui nous sommes extrêmement proches. Et en fait, Arié, c'est quelqu'un qui me dit toujours oui quand j'ai besoin de lui, que ce soit en France pour faire un grand congrès à l'Assemblée nationale, ou bien demain au Maroc où on veut faire aussi un nouveau très très grand congrès sur l'eau, ou demain pouvoir faire un dialogue avec Claude Goasguen ce soir, seulement pour vous, qui va être tout à fait particulier et très original, parce que Claude a beaucoup de choses à raconter. Moi, je viens d'écouter pendant un quart d'heure, j'étais complètement ahuri, je n'avais jamais entendu parler de tant de choses si vite, avec autant d'intensité et avec autant de connaissances. Donc ça va être remarquable. Arié, je voulais te dire merci d'être auprès de nous. Toi aussi, tu es Travers. Alors on t'a préparé un Travers pour toi aussi. Et c'est un titre d'honneur. Ouais. C'est pas n'importe quoi. Ah non, non. T'as entendu ce que j'ai dit? Ouais, c'est un vrai combat. Non, mais j'ai écouté, hein, j'ai bien entendu. Alors je te donnerai après. Et je vous souhaite une très très bonne soirée. On va commencer à parler tous les deux, et puis après on ouvrira les questions à tout le public. Merci beaucoup, Claude, pour ces propos très élogieux. Alors je vais faire un ridouche avec vous ce soir. Quelque chose que je n'ai jamais dit parce que je n'y avais jamais pensé avant. Et Claude vient de dire des mots extrêmement enthousiasmants, me concernant en l'occurrence, et elle a dit que je disais toujours oui. Enfin, je disais toujours oui pour une raison très simple. C'est que oui, en hébreu, ça se dit ken. La valeur numérique de ken, c'est 70. Nous sommes tout à fait dans notre sujet, Israël à l'ère des nations, et 70, c'est la valeur numérique du mot secret, le sod. Le secret de la vie, c'est être capable de dire oui en permanence. En revanche, dire non en hébreu, ça se dit lo. Aleph, lamed. À l'envers, ça fait elle. Elle, c'est le nom de Dieu. Et il y a marqué dans les 10 commandements, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. À chaque fois que l'on dit non à quelqu'un, on prononce le nom de Dieu en vain. Parce que ce que l'on devrait faire, c'est toujours dire oui. Alors c'est avec plaisir que je vous dis oui, et je vous incite à faire demain. Je vous assure que c'est un fridouche, vous pouvez le raconter autour de vous. Aucun rabbin au monde ne vous aura demandé de ce. Écoutez, nous sommes là ce soir pour à la fois honorer Claude Goasguen et en même temps
l'écouter sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est-à-dire bien sûr Israël et la relation entre Israël et la France, mais on peut aller beaucoup plus loin et parler de la relation entre l'Europe et Israël. Alors Claude tout à l'heure disait, mon cher Claude, que tu es une grande gueule. Tu es une gueule, tu es une voix, tu es une personnalité qui marque la vie politique française. Et si j'osais, je dirais, et je sais que sans vouloir faire souffrir ta modestie, que nous avons en France beaucoup d'amis d'Israël. D'aucuns pourraient croire que c'est une denrée rare. Non, ça n'est pas vrai. Il y a beaucoup d'amis d'Israël en France. Mais peut-être qu'un des plus grands, sinon le plus grand, est avec nous ce soir, c'est Claude Gauthier. Merci. Alors il y a beaucoup de souvenirs dans la relation très ancienne que nous avons, mais peut-être qu'on peut commencer cette soirée en te posant une question assez simple finalement, sur la relation entre la France et Israël. Où en est-on aujourd'hui? Il se passe beaucoup de choses en France depuis très longtemps. On vient de fêter 70 ans de l'État d'Israël. On a inauguré il y a quelques jours avec la visite du président Rivlin à Paris 70 ans de l'amitié France-Israël, puisque c'est en 1949 que la France a reconnu l'État d'Israël. Donc on est encore dans la célébration d'un 70e anniversaire, il y en aura d'autres. Quel est l'état des lieux de la relation France-Israël aujourd'hui, Claude? Merci pour tout ce qui s'est passé. Je voudrais vous dire que je trouve que mon frère, là, est très brillant, hein, mais que j'essaierai d'être aussi brillant que lui. D'ailleurs, je ne change pas, moi. J'ai cette caractéristique d'avoir toujours soutenu Israël. Toujours. Ce qui n'est pas toujours facile en France, mais qui, au fond, est nécessaire et juste. Je voudrais vous dire que la relation entre la France et Israël est une relation très difficile. Elle est marquée par plusieurs étapes bien distinctes. La première, c'est que la France, incontestablement, a aidé la création d'Israël. Est-ce qu'elle l'a aidé parce qu'elle aimait particulièrement Israël? Les historiens aujourd'hui sont un peu plus nuancés. Mais au fond, ce qui a été important, c'est que la France a soutenu fortement la création d'Israël. En 1967, quand le général de Gaulle a fait cette déclaration terrible qui a marqué le monde, il a cassé quelque chose qui était profondément inscrit dans l'amitié entre l'allié, le frère israélien. Non pas que le général de Gaulle était antisémite, moi je ne l'ai pas connu, mais enfin j'ai vu avec Jacques Chirac, qui était comme lui, des gens qui n'étaient pas antisémites du tout. Au contraire, Jacques Chirac comme de Gaulle était pénétré de la culture juive. Mais il ne comprenait pas Israël. Il n'y a rien à faire. Il ne comprenait pas, d'ailleurs Chirac une fois, j'étais très proche de lui, il me disait « Mais je ne comprends pas pourquoi les Juifs vont en Israël alors qu'on est si bien en France ?» C'était pas une plaisanterie, c'était en réalité que cette génération d'hommes politiques de droite ne comprenait pas que, au fond, la politique française devait évoluer à l'égard d'Israël. Et donc, malheureusement, elle est restée relativement statique. Comme je disais tout à l'heure à la télévision, là, pour illustrer la démarche très ambivalente de la France à l'égard d'Israël, je me souviendrai toujours du discours de Nicolas Sarkozy à la Knesset. J'étais avec lui, on s'assoit, parfait, la Knesset était tout content. N'oubliez pas que Nicolas Sarkozy rendait sa première visite officielle à Israël, et on savait que Nicolas Sarkozy était quelqu'un qui aimait Israël profondément. Alors son discours était formidable, la première partie enthousiasmante. C'était extraordinaire, c'était du Sarkozy qui parlait avec son cœur. Et puis est arrivée la deuxième partie. La deuxième partie était catastrophique, car évidemment le Quai d'Orsay avait donné les notes du Quai d'Orsay, qui sont les mêmes depuis 1967 et même avant, et c'était une catastrophe, parce qu'il reprenait tous les poncifs du Quai d'Orsay à l'égard d'Israël, c'est-à-dire les Palestiniens, etc., etc. Enfin bref, depuis, c'est toujours la même chose, car malheureusement, ce pays qui est ambivalent à l'égard d'Israël a un Quai d'Orsay qui n'aime pas Israël. Alors, toi qui es le vice-président de la Commission des Affaires étrangères justement de l'Assemblée nationale, comment tu expliques ce bug dans le logiciel qui empêche les responsables politiques qui pourtant
et tu citais Nicolas Sarkozy, dont on ne peut pas dire qu'il n'est pas un ami sincère d'Israël. Qu'est-ce qui empêche les hommes politiques finalement de passer le cap de ce mur, en quelque sorte, de la dialectique du Quai d'Orsay? Parce que les hommes politiques français n'ont pas le pouvoir de le faire, en réalité. La politique étrangère de la France, depuis la Ve République, elle est concentrée dans les mains du président de la République. Alors le président de la République a tous les pouvoirs. L'Assemblée nationale n'a pas de pouvoir en matière de politique étrangère. C'est comme en Angleterre, le Foreign Office, la commune anglaise n'ont pas de pouvoir. C'est en réalité le souverain, enfin le Premier ministre en Angleterre, qui décide de la politique étrangère. Nous ne sommes associés à rien. C'est-à-dire que toutes les critiques que l'on peut faire, soit le président de la République, en début de mandat, a assez d'autorité, de fraîcheur d'âme pour imposer quelques-unes de ses tendances. C'est rare, parce que la fatigue politique le prend, et puis le conformisme, et le Quai d'Orsay reprend tout doucement la main au sein du cabinet de l'Élysée. Le ministre des Affaires étrangères est lui-même soumis à la même pression du Quai d'Orsay, et on en arrive toujours au même résultat. Or, ce résultat est un résultat qui, désormais, nous entraîne, c'est peut-être une question que tu allais poser, nous entraîne à une erreur stratégique majeure dont la France aura du mal à se remettre. La France est pénétrée depuis un siècle. Car, vous savez, quand on lit les rapports du Quai d'Orsay d'avant-guerre, il n'y a pas de quoi être fier sur les ambassadeurs français. L'antisémitisme des ambassadeurs français de grandes familles était déjà patent, et l'on sentait monter ce pétainisme qui allait arriver plus tard dans la diplomatie française, qui se prenait pour la garante des lieux saints, qui ne voulait pas entendre parler d'autres contacts que celle de la France et du catholicisme avec les musulmans, considérant qu'Israël était une petite chose qu'il fallait écarter, et noyant d'ailleurs certains de leurs dossiers. Les Anglais ont publié tout ça, noyant dans un antisémitisme qui aujourd'hui les amènerait au tribunal. Enfin, passons. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où cette politique, qu'on appelle vulgairement la politique arabe, du Quai d'Orsay, qui dure depuis très longtemps, elle n'existe plus, cette politique. La politique arabe, elle est fondée d'abord sur une idée fausse, à savoir qu'il n'y a qu'une politique à l'égard des Arabes et que les Arabes sont tous d'accord entre eux. Mais ils ne le sont plus. Elle est fondée sur le fait, ça c'était l'idée de De Gaulle, qu'il fallait absolument que la France reprenne une influence dans les pays arabes après la guerre d'Algérie, parce qu'on avait perdu la guerre d'Algérie, et que donc il fallait rajouter quelque chose pour reprendre de l'influence. Raté. En réalité, nous avons raté ce passage, malgré tout. Je précise que quand je dis le Quai d'Orsay est hostile, comprenez bien que les autres services français ne sont pas hostiles à Israël, car c'est l'ambivalence. Je n'ai pas eu le temps d'en parler tout à l'heure. L'ambivalence française, c'est qu'en réalité, sous l'hostilité du Quai d'Orsay, il y a des relations extrêmement proches au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Défense, avec les services de renseignement, dans l'économie. Tout ça va très bien. Il n'y a que le Quai d'Orsay. Exemple type, les fameuses vedettes de Cherbourg. Lorsque le général de Gaulle dit plus de contact avec Israël, le ministère de la Défense fait partir les vedettes de Cherbourg. Ça coûte cher aux généraux, mais ils le font. Parce que le ministère de la Défense est favorable à Israël. Ministère du Quai d'Orsay. Donc il faut bien comprendre cette ambivalence. Et aujourd'hui, cette ambivalence qui existe encore, heureusement, qui fait que la France est encore très proche des autorités israéliennes sous le couvert d'un Quai d'Orsay qui parle dans le vide, cette ambivalence, elle est toujours existante, heureusement, mais maintenant, la politique du Quai d'Orsay est absurde. Et je vais essayer de leur démontrer dans le rapport que je fais. Alors justement, le rapport dont tu es chargé t'amène à parcourir la région. Tu étais partout, Arabie Saoudite, Irak, Syrie, Liban. En quoi consiste exactement ce rapport et quelle est ta mission? Ma mission, c'est de donner à l'Assemblée nationale le rapport sur la relation dans l'avenir de la France avec le Moyen-Orient. Ça me permet de dire des choses très désagréables au Quai d'Orsay et de les publier et de les faire savoir. Pourquoi? Parce que, en réalité, le monde arabe est divisé comme il ne l'a jamais été. Quand je dis monde arabe, je parle monde musulman. Ce sera plus facile. Le monde musulman est divisé en 3 grandes tendances. On voit tous les jours agir le monde autour des Perses,
c'est-à-dire des chiites alaouites, après qui est puissante en Syrie, au Liban, avec le Hezbollah, puissant au Yémen, où l'Iran est très présent, qui lorgne sur l'Irak, une puissance iranienne incontestable, et qui désormais est une puissance incontestable et probablement la plus grande puissance, la plus dangereuse en tout cas pour Israël dans cette région. En face, une autre puissance dont on parle peu, mais qui à mon avis est la puissance la plus gênante pour nos intérêts conjoints entre Israël et les Français, ce sont les frères musulmans autour des Turcs. Car les Turcs sont très puissants avec l'aide du Qatar, qui les finance, et du Hamas. Et donc vous avez là des sunnites qui sont en réalité des sunnites politiques, extrêmement puissants en France. Car les musulmans français, vous savez qu'ils sont nombreux, sont très souvent inspirés par l'UOIF et les frères musulmans. Et vous avez la troisième force, qui est numériquement la plus puissante, qui est la force sunnite autour de l'Arabie Saoudite et de l'Égypte, je résume, qui, elle, évidemment, vient de s'allier contre l'ennemi perse et contre la Turquie, c'est plus difficile, je résume, avec les Américains, et qui constitue un autre élément. Je reviens d'Arabie Saoudite, je vous assure que l'Arabie Saoudite a une autre conception d'Israël que celle qu'elle avait il y a 10 ans. C'est clair. Pareil pour l'Égypte. Alors, évidemment, on n'en est pas encore au stade où les Égyptiens et l'Arabie Saoudite disent les Juifs ont toute leur place au Moyen-Orient. Ça, c'est ce que je leur dis. Je sens à chaque fois qu'ils ont des crispations de mâchoire, parce qu'on ne peut pas aller aussi vite en besogne. Mais je leur pose toujours cette question clé, aux hautes autorités. Je leur dis, bon, écoutez, tout ça c'est bien, ce que vous dites, là c'est formidable, c'est une évolution notable, notamment en Arabie Saoudite et en Égypte. Mais pourquoi il n'y a plus de Juifs ici, au juste? Alors là, c'est silence gêné, tout le monde regarde ses chaussures, et on me dit, oh, mais les Juifs, on les aime beaucoup. Ouais, ils les aiment beaucoup, mais il n'y en a plus. C'est quand même extraordinaire. Et donc je leur dis, écoutez, soyez clairs, soyons clairs. Vous êtes favorable à une entente avec Israël, c'est clair. Israël a une très bonne image militaire, c'est protecteur, etc. Maintenant, on parle d'Israël partout, dans des termes fleuris. Oui, absolument. Mais en même temps, je leur dis, il faut comprendre quand même que le monde juif au Moyen-Orient est une clé absolue de l'histoire du Moyen-Orient, comme il est d'ailleurs une clé absolue de l'Europe. Et que la disparition du monde juif que l'islam a tenté de faire, il y avait, je le répète, 1 million de juifs en Irak il y a quelques années, au Maroc, en Tunisie, partout, les musulmans ont foutu dehors les juifs, fait quand même que Israël, désormais, représente l'entité juive du Moyen-Orient. Et que cette entité, c'est une entité historique, puissante, nécessaire, et qui en plus est plus moderne que tout le reste. Ça les gêne un peu, mais c'est comme ça. Et il va falloir que la France se mette aussi à dire ça. Qu'il n'y a pas que les chrétiens, que je défends, il n'y a pas que les musulmans, il y a le monde juif au Moyen-Orient. Et que ce monde juif, c'est Israël, et qu'Israël est en train de devenir la puissance la plus marquante du Moyen-Orient. Que par conséquent, si la France veut bien sortir de ces lubies du 19e siècle, elle devra tôt ou tard, comme l'Europe d'ailleurs, considérer que désormais, le partenaire privilégié qu'elle doit avoir, c'est Israël. Ça viendra. Ça viendra, même si c'est difficile. Vous savez, ce qui est difficile n'est jamais insurmontable. La logique triomphera. Les Américains donnent beaucoup. On peut dire tout ce qu'on veut de Trump, tous les défauts possibles et imaginables qu'on peut imaginer sur lui, il y en a sûrement. Mais heureusement qu'il nous a sortis d'Obama. Hein, parce que Obama a été une catastrophe. Pour le Moyen-Orient que je connais, Obama a été une catastrophe. Heureusement qu'il est parti. Car c'est lui qui a suscité le printemps arabe, soi-disant, qui devait être démocratique, qui a été une catastrophe. On a foutu Moubarak dehors, et finalement, on aboutit, non sans mal, à avoir le nouveau général, qui était d'ailleurs le directeur de cabinet de Moubarak. C'était pas la peine de faire tout ce flafla. On a mis, par le printemps arabe, on a mis le monde arabe à feu et à sang. Et on a, évidemment, Obama n'avait qu'une idée en tête, c'était d'avoir, il était presque gaulliste dans sa politique arabe, aussi bête
que la diplomatie française est finalement très hostile à Israël. Et vraiment, Obama, on peut dire toutes les qualités nécessaires, c'est vrai qu'il a porté aux États-Unis sans doute beaucoup, mais pour le Moyen-Orient, ça a été une catastrophe. Et vraiment, s'il y a quelque chose dont on peut se féliciter, c'est qu'il soit parti et qu'il ne revienne jamais. Voilà. Obama a laissé quand même derrière lui le fameux accord avec l'Iran sur le nucléaire iranien. Ouais. Catastrophe. Les Européens n'en voulaient pas, les Français étaient en première ligne pour le contester. Obama leur a tordu le bras, ils ont fini sous la contrainte par signer. Aujourd'hui, Donald Trump a décidé d'en sortir et on sait que cet accord-là est un mauvais accord, que l'Iran représente le principal danger, non seulement pour Israël, mais pour toute la région, mais peut-être également pour l'Occident, l'Europe, etc. Tu seras bientôt en Iran. Quelle est ta vision, toi, sur ce JCPOA? Je serai bientôt en Iran. J'espère que je pourrai sortir. Oui. Si jamais tu dois retenir, on ira te chercher. On a des amis bien placés qui savent toujours prendre des précautions. Non, en Iran, d'abord, la politique européenne est absurde. Celui qui avait raison, c'était Fabius. Il a calé au dernier moment devant la pression américaine d'Obama, car, hélas, dans le quinquennat précédent, le président Hollande n'a pas été d'un courage exemplaire à l'égard d'Obama, voire la fameuse cérémonie, vraiment, on a été ridicule sur la Syrie. Mais donc, on a lâché le morceau et on a signé cet accord, qui est un accord léonin, absurde, que Trump a remis en cause. Alors, les Européens ont eu une attitude, dans un premier temps, extrêmement gaillarde. Alors, vous les auriez entendus à la Commission des Affaires étrangères nous dire que ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Sauf que l'Amérique, c'est pas seulement l'armée, c'est pas seulement la puissance militaire, mais c'est le dollar. Et le dollar a des propriétés internationales qui sont très supérieures, à mon avis, à la supériorité militaire américaine. Et que par conséquent, vous pouvez vous rouler par terre. Si les banques américaines ont décidé que tout individu qui parlerait avec les Iraniens se verrait sanctionné par un boycott américain, très franchement, on n'y arrivera pas. Alors on a essayé, il y a quelques jours, là, d'essayer de raconter des salades. Car on dit, on va faire un truc de troc, quoi. On est au troc maintenant, avec les Iraniens. Vous voyez, vous nous donnez ça, puis nous on vous donne ça, du pétrole, puis on vous file des médicaments. C'est une rigolade. Parce qu'il n'y a pas un laboratoire pharmaceutique de grande envergure qui n'ait pas des intérêts aux États-Unis. Ouais. S'il a des intérêts aux États-Unis, les Américains vont dire, vous êtes gentils, puisque vous voulez convertir avec l'Iran, mais avec le troc, terminé pour vos marchés aux États-Unis. Donc ça ne marchera pas. En réalité, les Américains ont mis le point sur un sujet qui est vraiment très important. Non seulement on sait que les Iraniens n'ont pas respecté, et vraiment en Israël on le sait particulièrement, parce qu'on n'a pas pris en considération tous les documents qui avaient été portés sur la place publique, qui avaient été occultés. Hein. Alors en France, ça faisait 5 lignes, quoi. Hein. Et puis après, maintenant, ils font des engins balistiques. Sans doute pour envoyer des œufs de poulet, je suppose. Hein, des machins qui portent à 3000 mètres, à 3000 km, mais c'est comme ça, quoi. Les engins balistiques, c'est bien connu qu'un engin balistique, c'est fait pour porter des cocottes. Hein, mais sûrement pas des bombes. Enfin, l'Iran est un pays dangereux. C'est un pays dangereux et vous verrez que la France sera sans doute, regardez ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères la semaine dernière, c'est probablement le pays, d'abord c'est nous qui perdons le moins dans cette affaire, les Allemands perdent plus, c'est probablement le pays qui va se retirer le plus vite de l'affaire du traité, pour une raison très simple qui sera le traité, justement le problème balistique. En disant, écoutez, vous êtes gentils, mais comment est-ce qu'on a pu imaginer un seul instant que cet État, qui est un État impérialiste, qui faisait des bombes atomiques de toute évidence, qui en plus attaquait de partout, traiter Israël, il fallait détruire Israël, ils avaient des agents en Syrie, au Yémen, partout dans le monde entier, puis ces gens-là, soi-disant, ils ne faisaient pas de bombes atomiques, ils faisaient des fusées balistiques, pas de bombes. L'Iran est un pays belliqueux. C'est un pays impérialiste, c'est un pays qui est dominé par une idéologie, parce que les Perses ne sont pas comme ça, heureusement, qui est dominé par des ayatollahs qui, soi-disant modérés, sont en réalité des gens qui aujourd'hui, Rouhani est le premier à dire Israël doit disparaître de la carte. Ce qui m'a valu, c'est dommage qu'on ne l'ait pas eu, parce que ça m'a valu la plus belle altercation de ma vie avec l'ambassadeur d'Iran à la Commission des Affaires étrangères, qui nous a sorti les mêmes absurdités. Israël doit disparaître. Je dis, puisque vous le prenez comme ça, moi je vais vous dire publiquement que l'Iran doit disparaître aussi. Voilà.
Comme ça, vous ne serez pas déçus. Et chacun à égalité. Tellement c'est absurde. Tellement c'est absurde. Donc je pense que l'affaire iranienne, elle est dangereuse, mais sur le traité, je crois que les Européens vont être obligés de se retirer. Ça n'empêche que l'Iran est très dangereux. Et là, il y a un pays qui m'inquiète beaucoup, plus que le Liban. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est l'Irak. L'Irak est un pays qui est complètement démoli, avec des trucs partout, des Kurdes qui se détestent, des Turcs qui interviennent, des Iraniens qui ont 1400 km de frontière avec l'Irak. Un pays qui est en désagrégation. Les Américains veulent partir. C'est une erreur majeure. Une erreur majeure. J'espère qu'ils ne le feront pas, parce que souvent les Américains disent des trucs qu'ils ne le font pas. Hein. Ça arrive. La conséquence, on la voit en France, où on nous renvoie des djihadistes. Pourquoi ? Je vais vous expliquer, moi, comment ça se passe. Cette fameuse affaire qu'on voit sur toutes les télés, que vous devez entendre dire. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, la France va récupérer des djihadistes ? Ça serait bien passé. Pour une raison très simple. C'est que les Kurdes ont été... Moi, j'étais à Mossoul plusieurs fois. Les Kurdes ont été en première ligne contre Daesh. Ce sont eux qui ont dérouillé les plus. Et notamment les Kurdes syriens, qui se sont battus comme des lions contre Daesh. Et c'est eux qui ont rattrapé... En Irak, ça se passe bien, parce que les Irakiens ont gardé les djihadistes français. Et il y en avait beaucoup. Hein. Le maire de Mossoul, les Français, 400 il y en avait, qui étaient... La garde prétorienne de Mossoul était française. Hein. C'est beau. Souvent, d'ailleurs, double nationalité, beaucoup de Tunisiens, d'Algériens, de Marocains, mais Français. Et les Français, quand je suis arrivé à Mossoul, on avait une très bonne image des Français. Je l'ai dit et je le répète. Bon, ces Kurdes se sont battus. Les Américains les laissent tomber. Ils passent un accord avec les Turcs, pour des raisons dont la presse parle peu, mais qui en fait est une histoire militaire. En réalité, les Turcs voulaient acheter des engins balistiques aux Russes, alors qu'ils sont dans l'OTAN. Les Américains ont pris peur et se sont dit, ça y est, les Turcs vont nous lâcher, ils vont passer avec les Russes. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, ils ont lâché les Syriens. Ils ont lâché les Kurdes de Syrie, en disant, ben, finalement, on renvoie nos troupes, et vous vous démerdez avec, excusez-moi du mot, vous vous débrouillez avec les Kurdes de Syrie. Évidemment. Ça veut dire en clair que les Turcs qui détiennent énormément de gens de Daesh, hein, vous ne vous trompez pas, les Turcs sont le réservoir naturel des djihadistes de Daesh. Il y a 3000 femmes yazidis qui ont été achetées par les Turcs et qui sont en Turquie. Hein. Donc les Turcs jouent un triple jeu. Alors évidemment, quand les Kurdes ont appris ça, fureur des Kurdes, on se disant on s'est battu pour rien. Et puisque les Américains nous laissent tomber, eh bien, débrouillez-vous avec vos djihadistes. La France a fait des protestations en disant aux Américains, enfin, vous ne pouvez pas nous faire ça. Et le résultat, c'est que les Américains nous ont prêté, ils nous ont offert des avions pour faire venir les djihadistes. Les Américains sont bons, eux aussi. Et donc, on va avoir des djihadistes qui arrivent, il y en a environ 150. La plupart sont des mineurs. Mais enfin, il va falloir se coller dans les prisons. Et je trouve que le système, c'est un autre sujet, le système littéraire français n'est pas assez fort là-dessus. Voilà l'histoire. Donc, le Moyen-Orient, avec les Turcs et l'Iran, est un Moyen-Orient en crise. En crise. Je pense qu'il y aura, dans les années qui viennent, un Daesh bis qui va apparaître. Il apparaîtra en Irak. D'ailleurs, j'en ai discuté avec les responsables de l'armée israélienne. Ils sont parfaitement conscients que le pépin le plus grave va venir d'Irak. En Irak, j'ai discuté avec les autorités irakiennes. Les Irakiens sont conscients qu'ils ne pourront pas échapper à l'emprise iranienne. Que l'homme principal de l'Irak en ce moment, c'est M. Soleimani. Que M. Soleimani, outre une fortune colossale, c'est lui qui dirige les forces armées iraniennes. Quand j'en parle à l'Arabie Saoudite, ils sont conscients du problème, mais ils croient régler les problèmes à grands coups de dollars. Ça ne suffit pas. Ça ne suffira pas. Je pense que c'est là que ça va péter, tôt ou tard. Probablement pas en Syrie. Car en Syrie, les Russes font un travail qui est un travail, je ne sais pas comment la presse israélienne les voit, mais ils font un travail assez positif. Et notamment les Russes, il faut comprendre que leur action, c'est d'écarter l'Iran. Évidemment, pas pour rien, parce que comme ça, ils prennent la Syrie en main,
Mais il vaut mieux avoir les Russes que les Iraniens pour le moment. Et en plus, je crois que les Russes sont en assez bon rapport avec Israël. Et que la discussion est bonne. Alors après, question qui va être posée, c'est le Hezbollah. Alors vous avez vu que j'étais un peu ridicule avec vos casques de travers, là. Mais j'ai été visiter les tunnels. Je suis très, grâce à toi, puisque je suis le seul parlementaire européen qui a eu le droit d'aller voir les tunnels. J'ai pris comme une mesure d'affection, d'amitié. On investit sur des valeurs signifiantes. Avec un ministre italien. Ah oui. Et donc j'ai été voir ces trucs, c'est incroyable. C'est incroyable. Et comme je sais qu'il va y avoir une question sur la fidule, ça va me permettre d'en parler. Je pense que depuis longtemps, ils étaient creusés. D'ailleurs, de l'autre côté de la ligne bleue, c'est-à-dire la ligne qui divise les deux territoires, ce sont des murs. De l'autre côté, on voyait quasiment l'usine désaffectée à l'intérieur duquel ils creusaient le trou. Ce qui fait d'ailleurs qu'on avait peur que des snipers nous tirent dessus, tellement ils étaient prêts. Les tunnels arrivaient à Metula. Ils étaient à 2 km de Metula, en plein milieu des champs de je ne sais pas quoi, d'orangers ou de poires, je ne sais rien, tenus par des Thaïlandais qui ont vu sortir un machin en plein milieu. Donc c'était pas des petits tunnels, c'est pas du petit tunnel Hamas, là. Hein. C'est du tunnel façon perse, c'est-à-dire avec des vrais ingénieurs, avec une taille respectable, des rails, de l'oxygène, de l'électricité, oui, tout était prêt. Il y en avait 3. Massive. Voilà. Bon, deux ont été bouchés, m'a-t-on dit. Là, il y en a un troisième qui est très surveillé. Pour le moment, ça va se calmer. Mais bon, le Hezbollah, j'ai vu certains dirigeants du Hezbollah, mais je sais qu'il y a toute une polémique en Israël. Moi, je crois que le Hezbollah est très affaibli. Je peux me tromper. Car l'Iran est derrière, et l'Iran pousse dans tout ce qui peut gêner tout le monde, pousse avec son armement. Mais je crois que le Hezbollah est très affaibli. Il a beaucoup souffert de la guerre en Syrie. Est-ce que le Hezbollah est prêt à faire la guerre ? Je ne le jurerai pas, mais je ne jurerai pas le contraire non plus. C'est une vraie question. En tout cas, Israël est sur ses gardes, est bien préparé, et je crois que le Hezbollah aura tout à perdre à attaquer Israël par les temps qui courent. En tout cas, visiblement, on est plus inquiet du côté du Hamas que du côté du Hezbollah. Je pense que l'inquiétude, elle est bien partagée, mais peut-être qu'on a vu que la découverte, en tout cas la révélation de ces tunnels que les Israéliens connaissent depuis longtemps, mais n'ont pas voulu inventer les choses, n'a pas suscité une grande réaction de la part des Occidentaux qui sont pourtant, et de la communauté internationale, qui sont pourtant garants des résolutions qui ont été prises il y a quelques années après la deuxième guerre du Liban, et qui interdisaient le réarmement du Hezbollah, et qui, notamment grâce à la fidule, moi j'ai été les voir plusieurs fois. Soldats français de la fidule qui sont en première ligne. Si demain ça devait se passer mal, les Français seraient directement impliqués dans la confrontation. Alors, pourquoi la France ne réagit-elle pas, alors qu'elle est aussi la protectrice du Liban, comme elle aime si souvent à le dire et le répéter? La France, il y a beaucoup de Français, beaucoup d'Italiens, puisque la FIDUL est un organisme qui nous coûte très cher, d'ailleurs au niveau international, qui est sur la frontière. En réalité, la FIDUL n'a pas beaucoup de pouvoir. La FIDUL, elle est là, elle est très bien faite, elle a une très belle armée, je ne sais pas pourquoi elle sert pour le moment, on verra. Mais, par exemple, les armes. On dit les armes, comment elles rentrent? Elles ne rentrent pas par la base. En réalité, la FIDUL n'a pas la possibilité, on est compte le traité, comment il est fait, elle n'a pas la possibilité de rentrer dans les villages voisins qui sont tenus complètement par le Hezbollah. Alors je sais bien que dans les villages voisins, dans les maisons, on peut difficilement rentrer dans un engin balistique trop fort. Enfin, vous imaginez l'armement qu'il peut y avoir dans les maisons de la frontière. Moi, j'ai posé la question à plusieurs reprises, le général, très bien d'ailleurs. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il m'a dit, je ne peux rien faire. Je n'ai pas le pouvoir d'aller voir et de faire des perquisitions. Quand il y a des perquisitions, je le demande à l'armée libanaise. Mais l'armée libanaise ne veut pas le faire. Parce que d'abord, il y a beaucoup de chiites dans l'armée libanaise, ils ne veulent pas venir. Et ils ne veulent pas se mouiller, ils ne veulent pas déclencher un incident. Car le Liban, c'est très spécial. C'est quand même un pays extraordinaire, qui a un gouvernement qui vient d'être fait, mais qui ne gouverne pas, un président de la République qui est là depuis longtemps, mais qui n'est pas président, une assemblée qui ne gouverne pas non plus. C'est vraiment le pays exceptionnel de Liban où le désordre est institutionnalisé, où chacun vit comme il peut à l'intérieur de sa communauté. Pour le moment, ça marche. Ça ne marche pas longtemps.
Mais en tout cas, c'est ça. Donc il me dit, moi chaque fois que je veux faire expertiser des maisons dont ils sentent bien quand même que les armements rentrent, je demande à l'armée libanaise de venir, ils ne viennent pas. Bon, voilà, c'est tout. Alors, l'analyse des Occidentaux, c'est pas qu'il n'y ait pas d'inquiétude, parce que personne n'a intérêt à ce qu'il y ait un déclenchement d'hostilité avec Israël. Hein. Ça, rassurez-vous. Il y a un point, en tout cas, sur lequel il faut que vous soyez persuadés, c'est que si l'Iran s'amuse à déclencher une guerre, ils vont comprendre leur douleur. Hein. C'est clair. Moi, je vous dis tout net. Si la première difficulté d'Israël intervient, alors l'Iran va dérouiller. Vraiment, ils vont dérouiller. Car ça ne sera pas seulement les Israéliens, mais nous serons tenus d'intervenir immédiatement pour défendre Israël. Nous ne pourrons pas faire autrement. Et nous le ferons avec cœur. Parce qu'il faudra... Israël est très protégé. Alors, je ne dis pas ça par démagogie pour vous rassurer, car il y a bien des problèmes. Je connais les problèmes palestiniens, je ne les oublie pas. Mais Israël, militairement, d'abord, a une force très supérieure à tout ce qui l'entoure. C'est tout le génie militaire israélien technologique, très très supérieur. Même si les Iraniens ne sont pas une petite puissance, ils sont loin d'acquérir la technicité, puisque désormais l'Amérique et Israël sont très liés sur le plan militaire et très au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer comme secteur de défense. Donc moi je suis assez confiant de ce point de vue-là sur la situation internationale d'Israël sur le plan militaire. Ce qui est différent, mais c'est une autre question, c'est la situation interne et notamment le problème de la Palestine dont on n'a pas parlé encore, mais je te laisse poser la question. Alors peut-être qu'on a dit qu'on allait... On est en France dans la logique du grand débat. Il paraît qu'il faut débattre. C'est important. Donc on a de grands débats ce soir et nous avons un public, j'en suis convaincu, a beaucoup de questions à poser. Alors peut-être que plutôt que de promettre de leur donner la parole et de ne pas le faire, et si on le faisait finalement. Et si on leur donnait la parole, vous avez des micros qui sont posés de chaque côté de la salle. N'hésitez pas, nous allons faire un peu comme à l'Assemblée nationale. Vous ne faites pas des conférences, vous posez des questions, vous avez droit à 35 secondes pour expliciter un petit peu. 2 minutes, n'exagère pas. Oui, 2 minutes, on ne pourra pas en faire parler beaucoup, donc vaut mieux qu'on soit plus restreint. Levez-vous, monsieur, et mettez-vous directement au micro qui est là-bas. Et de l'autre côté, il y a un autre micro, donc n'hésitez pas, mettons un micro là-bas de l'autre côté. Mettez-vous de ce côté-là, il y a un micro. Voilà, on va vous donner la parole. Et la gentillesse à chaque fois que vous posez la question, de vous présenter juste votre nom et depuis combien de temps vous êtes en Israël pour un petit peu situer qui on parle. On va commencer avec vous, monsieur. Allez-y. Meir l'a dit, je suis en Israël depuis un peu plus de 5 ans. Et je voulais poser la question à M. Goldstein, que j'admire depuis le début, dans son survol rapide sur la situation du Moyen-Orient, qui est très claire, qui permet de mettre les points sur les i. Il y a une chose dont j'aimerais qu'il parle, quand il a parlé du Quai d'Orsay, j'aimerais qu'il parle du rapport du Quai d'Orsay avec l'AFP, qui est actuellement responsable de l'antisionisme et de l'antisémitisme en France, à mon avis, parce qu'elle distille des paroles qui sont reprises par l'AFP, qui ensuite est en copier-coller sur tous les médias. Oui, vous avez raison. Est-ce que c'est le Quai d'Orsay? Oui, c'est les peines du Quai d'Orsay, mais il faut savoir que l'AFP, c'est un nid anti-israélien. Les journalistes sont hostiles à Israël. Mais il n'y a pas que l'AFP. Hein. La presse française est une catastrophe. C'est un véritable sujet, car souvent, ce sont des journaux qui sont tenus par des juifs, à l'intérieur duquel vous avez des journalistes qui débloquent totalement. Alors c'est vrai que le Quai d'Orsay leur donne des éléments, mais je trouve que la question, c'est une question très grave que vous posez. Elle touche presque aux racines de l'antisémitisme français et de l'antisionisme. Pourquoi est-ce que la presse française se conduit de cette manière à l'égard d'Israël? C'est ça votre question. C'est très compliqué et en même temps, malheureusement, très fort. Je crois que les Français sont traumatisés par cette idée que l'Israélien, c'est un occupant. Ils le croient. Ils ont été traumatisés par l'affaire de la guerre d'Algérie. Ils sont persuadés que les Palestiniens et les Algériens, c'est la même chose. Marqué entre nous, hein. Ils n'ont pas tout à fait tort. Mais je ne fais pas le raisonnement comme eux. Et en tout cas, les marxistes et la gauche ont donné une telle image de la colonisation, de la guerre d'Algérie,
et donc par conséquent de ceux qu'on pensait être les alliés des colonisateurs, c'est-à-dire les Israéliens, considérés comme néocolonisateurs alors qu'ils ne le sont pas du tout, que ça a donné cette espèce de folie de journalistes français. Vous savez, j'ai beaucoup de... Moi je suis universitaire, donc ne prenez pas mon attitude pour du mépris. Mais quand je vois les journalistes français qui ont un niveau culturel bas, qui sont pressés de rentrer chez eux parce qu'ils ne travaillent pas, qui nous téléphonent pour leur dire qu'est-ce que vous pensez de tel sujet parce qu'ils ont la flemme d'écrire eux-mêmes leurs articles. Nous avons une presse internationale lamentable, à part quelques personnes. Nous sommes nuls. La presse française est d'une nullité en général, et en particulier la presse internationale. Formée par des petits diplômés de la Sorbonne, qui ont écouté des professeurs complètement dépassés par un marxisme décadent. Tout ça, ben, ça donne la presse française. Voilà. Ils sont habillés pour l'hiver. Pas de prendre froid. Allez-y, monsieur. Je m'appelle Henri Zic, je suis depuis 16 ans en Israël. Première question, s'il y a un conflit entre l'Iran et Israël, quelle serait d'après vous la position de la Turquie? Deuxième question, si la Turquie envahit le Kurdistan syrien, quelle serait la position de la France? Question formidable. Ouais. Alors, je commence par la deuxième question. La Turquie n'a pas l'intention d'envahir le Turkestan syrien. Elle a l'intention d'éradiquer les Kurdes syriens, à la manière des Ottomans. Moi, je les ai vus faire. Les Turcs sont persuadés qu'ils sont en train de reconstituer l'Empire ottoman, avec Erdogan. Ils en ont même, maintenant, dans leurs uniformes, des signes qui sont des signes ottomans. Et ils disent, ben, on est chez nous. Donc, ils veulent éradiquer les Kurdes syriens parce que les Kurdes syriens apportent du soutien aux Kurdes turcs. Et donc, ils vont franchir la frontière et faire leur ménage, sans doute, mais ils n'envahiront pas parce que envahir la Syrie serait redéclencher une guerre. Ils n'ont pas l'intention de déclencher une guerre, ils ont l'intention de nettoyer les Kurdes syriens. Alors qu'en cas de conflit, vous me dites, entre les Turcs et les Iraniens, ça n'arrivera jamais. Ils ont trop d'intérêts conjoints pour s'affronter. Ils ont trop d'intérêts conjoints et ils ont un point de dénominateur commun, c'est qu'ils ont une détestation commune des Arabes. Car les Turcs détestent les Arabes et les Iraniens aussi. Ils sont très différents et de toute façon, on voit bien qu'ils ne se rentreront pas dedans. Donc, l'Iran est une source fantastique de financement de terrorisme musulman et radical dans le monde. Oui, oui, bien sûr. Mais les Turcs aussi, hein, pour être clair. Ne croyez pas que Daesh n'ait pas été financé par les Turcs. Hein. Les Turcs sur Daesh ont eu une attitude profondément lamentable. Ils ont aidé Daesh, bien sûr. Car les Turcs voulaient faire tomber Assad. Car ils voulaient reprendre le contrôle de la Syrie. Et la Turquie était le refuge des principaux dirigeants de Daesh. Il y en a encore énormément. Je pense que d'ailleurs, il y a plus de dirigeants de Daesh en Turquie que partout ailleurs. Et que si un jour les affaires recommencent, ben, ils sortiront de Turquie. Mais cela étant, les Turcs et les Iraniens n'ont pas pour le moment d'objet. Il y a des Kurdes partout. Moi, je suis très déçu par les Kurdes. Je vais vous dire mon sentiment. Je les ai tous vus. Les Kurdes, moi, je croyais à l'émergence d'une nation kurde, qui a été ratée de très peu, en 1918. Il ne faut pas oublier que c'est vraiment sur une absence de signature qu'il n'est pas né ce Kurdistan qui devrait exister, parce que c'est quand même un pays incroyable, les Kurdes. Les Kurdes, ils sont tous kurdes, tous se reconnaissent dans une civilisation kurde, une culture kurde qui est réelle, et donc ils ont tout ce qu'il faut pour être une nation. Objectivement, il serait plus logique d'avoir un Kurdistan uni que d'avoir un Irak uni, parce que les Irakiens ne se connaissent pas entre eux. Il faut savoir que les Irakiens du Nord ne connaissent pas les Irakiens du Sud. Il y a de tout là-dedans, hein. C'est un mélange. Alors que les Kurdes, ils ont ce point de commun dénominateur. Mais les Kurdes se détestent. Ils se détestent entre eux, c'est comme la Corse, là, vous savez. Ce sont des claniques. Donc vous avez le clan des Kurdes d'Irak. Moi j'ai vu Barzani, le président actuel. Barzani, il est avec les Turcs.
Bah, Ben avec alors, les qu'est-ce Turcs. qui vous arrive? J'ai oublié de vous dire de fermer tous vos téléphones. Non, Prenez mais une minute c'est pas pour... grave. Il est avec les Turcs, il nous le dit. Moi, j'ai déjeuné avec lui, c'est formidable, très bien, mais il est avec les Turcs. Et les Turcs syriens, et les Kurdes syriens, ils s'en foutent complètement. Et puis vous avez les Kurdes de Turquie, qui eux sont vraiment, alors, des gauchistes, vraiment des révolutionnaires. Et puis vous avez les Kurdes d'Iran, il y en a plein en Iran. Et puis les Kurdes syriens, qui sont les plus nombreux, qui sont divisés en tribus. Ce pays qui est tous reconnus comme Kurdes, en réalité, n'arrive pas à faire une union. Et bien sûr, ils se divisent entre eux, les Kurdes d'Irak, négociant des avantages économiques avec les Turcs. Les Kurdes iraniens soutenant l'Iran contre les Kurdes de Turquie, ainsi de suite. Donc c'est une mosaïque extrêmement difficile à vivre, et c'est dommage, c'est un grand peuple, les Kurdes. Je vous assure que la défense qu'ont fait les Kurdes contre Daesh a été exemplaire. Mais oui. Malheureusement, j'ai peur, il ne faut pas non plus les prendre pour des petits saints, hein, parce que c'est quand même des Kurdes qui ont massacré les Iraniens à la demande des Turcs au début du siècle. Ils en ont tué 1 million. Hein. Donc ce sont des gens, tout ça, pour le moment, tout le monde dit les Kurdes, ah, qu'est-ce qu'ils sont bien les Kurdes? Mais les Kurdes, ce sont des musulmans, sunnites, mais des durs. Quand les Ottomans ont demandé, ont liquidé les Arméniens avec un génocide atroce d'1,5 million d'individus, c'est les Kurdes qui ont mis la main à la pâte. On n'a jamais oublié ça. C'est ça le problème du Moyen-Orient. C'est que vous avez des gens qui n'acceptent pas la diversité, qui n'acceptent pas, il va bien falloir qu'ils le fassent. Je vais vous donner un dernier exemple pour ne pas rallonger la sauce. Les Yazidis. Yazidis, c'est quelque chose. Je peux vous dire que si vous voulez vraiment voir quelque chose d'extraordinaire, il faut aller voir les Yazidis, qui sont des descendants d'Iraniens qui ont gardé la religion zoroastrienne. C'est un schéma assez difficile à comprendre. Donc, je vais voir les Yazidis, et là, je tombe sur un oiseau qui vient de mourir d'ailleurs la semaine dernière, qui est le pape des Yazidis. Objectivement, je me suis demandé si on n'était pas dans une bande dessinée de Tintin. Je vois arriver un zèbre, alors incroyable, avec une barbe aux pieds, toute blanche, des lunettes, une djellaba et une Rolex, classique, ne parlant que le Yazidi que personne ne parle, il fait 3 traducteurs, et on discute avec lui en négociation officielle. Hein. Alors là, je me suis aperçu qu'en fait, ce peuple était complètement fermé sur lui-même. En l'occurrence, on demande qu'est-ce que vous allez faire des femmes yazidis qui ont été violées par Daesh. Il y en a des dizaines de milliers. Et donc, là, dans la religion yazidi, une femme ne peut se marier qu'avec un yazidi. Et si elle a un contact avec un musulman, elle n'est plus yazidi. C'est clair, c'est facile. Vous imaginez l'ouverture d'esprit des oiseaux en question. Et le pape en question, là, il me dit, écoutez, moi j'ai fait un truc formidable, il me dit, j'ai raconté, j'ai fait un truc formidable, j'ai passé un décret, je regardais la Rolex, ça me dit, non, j'ai compris d'où vient la Rolex, j'ai passé un décret qui permet aux femmes yazidis, pour les yazidis, de les considérer comme vierges. Je me suis dit, il a pris les gens pour des cons, quoi. Il n'y a pas un yazidi qui a marché. Bon, on accepte. Et puis après, je lui dis, mais alors, les femmes qui ont des enfants. Ah, il me dit non. Je me suis dit, il n'a pas dû arriver à négocier ça. Car les femmes qui ont des enfants, les enfants sont musulmans et par conséquent, ils ne peuvent pas être yazidis. Et d'ailleurs, les enfants yazidis sont partis en Allemagne, en France, un peu partout, parce qu'ils ne les veulent pas. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont complètement fermés, quoi. Quand vous voulez discuter avec des gens pareils, quoi. Hein, vous essayez de leur expliquer que la diversité, c'est l'avenir de la modernité et qu'il faut se respecter les uns les autres. Et vous avez des oiseaux qui vous disent qu'ils passent des décrets avec du fric en corruption pour faire croire qu'en réalité, les femmes qui ont été violées sont vierges. Vous voyez la difficulté, ça c'est la difficulté du Moyen-Orient. Il va falloir le surmonter parce que tout est lié. Tout est lié, tous. Quand je dis les Yazidis, il n'y a pas que les Yazidis. Hein. Quand vous allez voir les Tcherkesses, quand vous allez les voir tous, ils sont exactement pareils, complètement butés. Ils sont entre eux, alors ils sont alliés claniquement, et puis après ils ne sont plus alliés, ils se foutent sur la gueule, ils s'entretuent, et vous avez une situation qui est épouvantable. Il va falloir que ça cesse. Parce que si ça ne cesse pas, on ne pourra pas construire un Moyen-Orient tenable.
Dans un Moyen-Orient compliqué, j'étais venu avec des idées Voilà. simples. Eh bien, moi, je souhaite qu'il soit compliqué quand même, le Moyen-Orient. Je vais dire pourquoi. Parce que s'il n'est pas compliqué, ça signifie que les musulmans prennent tout. Et moi, je préfère quand même que les musulmans ne prennent pas tout. Donc, je veux un peu de complication, mais pas trop. Vous voyez ? Voilà ce que j'essaye de faire passer comme idée. Allez-y, monsieur. Bonsoir. Pardon. Raphaël Amar, 9 ans en Israël. Monsieur Goensgen, là, je ne suis pas d'accord. Parlez bien fort dans Allez-y, le... allez-y. Je suis pas d'accord avec vous quand vous parlez d'un éventuel parapluie européen si Israël est en danger. Je vous rappelle que pendant la guerre du Kippour, où nous étions acculés, aucun Européen n'a levé le bras. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est plus pareil. Si nous sommes Oui, mais je crois que ce qui était clair dans ce qu'a dit Claude Goensgen, c'est qu'en fait l'Iran n'est pas seulement le problème d'Israël. Et qu'il est très clair et très évident pour toutes les nations européennes que finalement, si ça commence comme ça va directement les atteindre et qu'à ce titre, probablement ils prendront une position plus active. C'est comme ça que je compris. Oui, je comprends, mais le Kippour, ça commence à être ancien. Les choses ont évolué, d'abord parce qu'Israël, à l'époque, n'était pas ce qu'elle est. Israël est une personnalité incontestable de la politique internationale. Et regardez dans les classements mondiaux, vous verrez qu'Israël est devant la France maintenant. C'est un pays technologique, c'est un pays riche, c'est un pays influent. Israël a des réseaux en Afrique considérables, très supérieurs aux nôtres. Par conséquent, on ne touchera pas la grande puissance israélienne facilement. Et d'ailleurs, très franchement, à part la logomachie de Rouhani, qui en réalité parle d'Israël, mais qui au fond se dit ce que je veux, c'est le pétrole de l'Arabie Saoudite et la Mecque. Mais Israël sert, il faut bien comprendre ça. Israël, à mon avis, est désormais, je peux me tromper, mais est intouchable sur le plan militaire. Intouchable. Mais Israël est resté dans la logomachie politicienne internationale comme un commun dénominateur pour les musulmans qui parlent à la nation, au peuple arabe. Et malheureusement un peu au Quai d'Orsay aussi. Je suis désolé de le dire, mais c'est un peu le défaut du Quai d'Orsay. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui osera vous dire « je suis d'accord avec Israël ». Mais tous diront « oh, les Palestiniens », enfin, dont ils se foutent comme de l'an 40 entre nous, je vous le dis, franchement. Moi, je vais au Moyen-Orient, il n'y en a pas un qui me parle de la Palestine là-dedans. Ils s'en foutent totalement, mais totalement. C'est pour ça que je dis à mes collègues qui défendent les Palestiniens qu'ils sont en train de les envoyer au martyr. Parce que personne ne défendra les Palestiniens, personne. Les Saoudiens s'en foutent totalement des Palestiniens. Alors, évidemment, dans le discours, oh, la Palestine, pourquoi ? Parce qu'ils parlent au peuple arabe, au peuple musulman. Et chacun met son petit morceau. Parce que les Saoudiens, comme les Irakiens, se disent, si je ne dis pas ça, c'est les Iraniens qui vont le dire. Et les Iraniens, ils disent, si je ne le dis pas, mais en réalité, il y a une et c'est pour ça que je vous dis, le problème de la Palestine va se régler tôt ou tard. Même si les Palestiniens, je vois bien, je suis conscient des drames que ça provoque, des traumatismes profonds. Je pense que la situation s'améliorera dans les années qui viennent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas combattre, mais ça veut dire que la ligne de force des Palestiniens, elle est derrière eux. Elle est derrière eux. Le monde arabe n'a plus le souci de la Palestine. Je souhaite que l'ONU disparaisse, cette espèce de survivance de l'ONU qui nous coûte une fortune, qui ne sert plus à rien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de nous faire croire que les réfugiés doivent revenir en Israël? Et alors, est-ce qu'on demande au Maroc de reprendre les Français marocains? Est-ce qu'on dit à la Tunisie il faut récupérer tout le monde? Mais tout le monde y perdrait là-dedans. Donc par conséquent, il faut bien sortir de la logomachie. Car le Moyen-Orient, hélas, est un pays logomachique. Où on adore se jeter des trucs à la figure, mais en se disant, bon ben non, je l'ai dit, terminé. Et je crois que c'est ça. En tout cas, je n'ai pas senti dans un seul pays que j'ai croisé, même du Hezbollah, je précise. Le Hezbollah et les Palestiniens, quand on connaît la situation interne du Liban, je vous assure que les chiites et les Palestiniens, c'est pas la même musique. S'ils pouvaient tous les foutre dehors, ils les mettraient dehors sans problème.
Donc, il n'y a pas un pays où j'ai senti véritablement un engouement pour faire la guerre pour la Palestine. Mieux, j'ai fait il y a quelques années une mission pour l'eau du Jourdain, où on a été avec la France, à l'époque on était au gouvernement, on a été essayer de demander à ce que les Saoudiens et les autres contribuent un petit peu à donner de l'eau aux Jordaniens. Bon, non, rien du tout. La réponse des Saoudiens, sinon on s'en fout, qui se débrouillent, c'est un problème, c'est pas le nôtre. Et je vous assure que ça n'a pas changé. Voilà, hein? Mais personne n'a voulu contribuer à ce truc, hein, ça ne les intéressait pas. Donc il faut bien comprendre ça. C'est dangereux, parce qu'il faut, à force de mettre des brandons, ça peut flamber à un moment. Il faut faire gaffe. Mais pour le moment, c'est de l'ordre de la logomachie. C'est dangereux à suivre, mais je crois que les Palestiniens devraient avoir l'intelligence. Enfin, l'intelligence. Eux-mêmes sont manipulés. Les Palestiniens sont manipulés d'une manière incroyable par tous les intérêts divers et variés. Le Qatar porte des responsabilités énormes. Les Turcs aussi. Les Iraniens aussi. Et ils se servent de la Palestine. Mais ils se servent de la Palestine, surtout les Turcs et le Qatar. Ils se servent de la Palestine pour faire de la gîte propre en disant, voyez, moi je combats Israël, hein, je combats Israël. Est-ce qu'ils combattent pour les Palestiniens? Pas du tout. Ils combattent pour leurs propres intérêts. On va prendre une autre question. Alors, M. Belazen, bonsoir. Je suis Marc Felsen, je suis en Israël depuis 1980. D'abord, je voulais vous dire merci, Travers. Vous êtes un vrai d'Israël. Merci. Mais justement, est-ce que cette amitié d'Israël vous rend peut-être pas trop optimiste dans la mesure où vous avez dit tout à l'heure, Israël est bien supérieur à l'Iran, Israël n'a rien à craindre, Israël est très fort. Pas dit ça, oui. En cas de conflit, tout de même, est-ce que vous êtes sûr qu'on n'aura pas, nous, des pertes que le peuple israélien ne serait pas prêt à accepter, d'une part. D'autre part, le Hamas, le Hezbollah, dont vous avez parlé, détient entre 50 et 100 000 fusées qui sont prêtes à s'abattre sur Israël. Oui, c'est vrai. Je sais. Est-ce que nous sommes si forts que ça, alors que, malheureusement, nous n'arrivons pas à venir à bout véritablement d'une organisation terroriste comme le Hamas à Gaza? Et la deuxième question que je voudrais vous poser, vous avez dit tout à l'heure, vous avez été très dur avec le régime iranien, à juste titre, et vous avez dit en même temps, je vais aller visiter l'Iran. Voyage officiel, pas en touriste. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous allez y faire? Mais j'y vais. Mais j'y vais, bien sûr. J'y vais parce que je suis chargé d'un rapport sur l'Orient et que l'Iran est un morceau quand même un acteur. Un acteur. Ouais. Mais j'y vais à titre officiel, protégé, j'espère, par le GIGN, de manière à pouvoir revenir. Mais j'ai déjà fait ça en Irak. En Irak, vous savez, à Bagdad, j'ai pas pu sortir des voitures blindées. L'ambassadeur de France ne peut pas sortir des voitures blindées en Irak, en ce moment. Et donc le GIGN est partout. Tellement la situation est difficile en Irak. Je crois que l'Irak est le point fragile, d'ailleurs, du Moyen-Orient. Mais non, je suis lucide. Vous savez, pour le Moyen-Orient, c'est une poudrière. Ça peut péter sur n'importe quoi. Souvent, d'ailleurs, sur des trucs qui paraissent mineurs pour les Occidentaux. Non, je suis très, très inquiet de voir ce qui se passe au Hamas. Je comprends parfaitement, d'ailleurs, la souffrance de ceux qui subissent les effets de cette révolution. Mais cela étant, moi, j'essaye de vous dire, non pas, j'essaye pas de vous endormir. Ne vous inquiétez pas, je connais les dirigeants de l'armée israélienne, ils sont loin de s'endormir. Au contraire, ils sont très actifs. Et les discussions que j'ai avec eux montrent qu'ils sont tout à fait conscients. Et je crois que s'il y a danger avec l'Iran, et il y a danger, incontestablement, ça viendra de l'Irak. Je sens. Et je partage le sentiment avec quelques responsables haut placés de l'armée israélienne, c'est en Irak que ça se passera. Parce que l'Irak est un territoire à l'encan. Il n'y a plus d'organisation là-dedans. Et je crois que les Iraniens sont en train d'installer des bases qui pourraient frapper très durement l'Arabie Saoudite, mais aussi Israël. Donc, je suis lucide. Croyez-moi, je ne suis pas d'un optimisme ravageur. Moyen-Orient, pour être optimiste, il faudrait être aveugle. Mais je trouve qu'Israël, écoutez, soyons clairs, Israël est né en 1948.
c'est une puissance exceptionnelle aujourd'hui. Vous vous rendez compte, en 70 ans, comment ça s'est fait? Ce pays qui est maintenant devant pratiquement tous les pays occidentaux, qui a pas de chômeurs, qui a une économie extraordinaire, qui a une influence en Afrique supérieure à la nôtre. L'Afrique, c'est très important, on pourra en parler si tu veux tout à l'heure. Mais ce pays est une merveille. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas en danger, mais il arrive un moment quand même où vous avez une telle force politique que c'est très difficile de vous marcher dessus. Hein. Et autant, au moment du Kippour, on pouvait imaginer que les Arabes, tout d'un coup, aient cette ambition démesurée. Je ne vois pas l'Iran avoir l'ambition démesurée, sauf en parole, d'attaquer Israël. En tout cas, s'ils attaquent Israël, ils s'en rappelleront. Hein. Croyez-moi, parce que c'est eux qui débrouilleront. Mais il faut être lucide. Il faut toujours être lucide au Moyen-Orient. Je vais rajouter juste une petite chose concernant la comparaison que vous venez de faire entre le Hamas et le Hezbollah ou l'Iran. Vous avez dit Israël n'est pas capable d'en finir avec le Hamas. Comment viendrait-il à bout du Hezbollah ou de l'Iran? Il n'a pas de mal à finir. Ce sont deux problèmes d'une nature totalement différente. La question du Hamas et de la bande de Gaza est une question politique qui ne se règle pas militairement. Israël pourrait écraser la bande de Gaza en 4 heures. Il pourrait réoccuper toute la bande de Gaza. En fonction du nombre de victimes collatérales ou directes que l'on veut faire, ça prendrait entre 3 jours et 1 semaine. Donc la question n'est pas militaire, elle est éminemment politique. Voilà pourquoi ça prend du temps, voilà pourquoi les Israéliens travaillent avec une incroyable retenue, voilà pourquoi le Premier ministre israélien a tout fait, y compris pendant la guerre de 2014, pour ne pas rentrer trop en profondeur dans le problème. Gaza, c'est quelque chose de différent. Ça, pour ce qui est du Hezbollah et de l'Iran, nous sommes là dans une problématique qui n'est plus politique, mais qui est éminemment stratégique. Et la confrontation entre Israël et le Hezbollah, bien sûr, vous avez raison, les centaines de milliers, les dizaines de milliers, plus de 110 000 missiles braqués sur Israël. Et puis, parmi ces missiles-là, certains peut-être de fabrication rudimentaire, mais d'autres qui sont extrêmement précis, avec des usines qui sont construites même au Liban, en Syrie, pour faire des missiles guidés qui pourraient atteindre n'importe quel point d'Israël. Donc, pour la communauté internationale, cette menace est prise très au sérieux. Et je crois qu'il faut décrypter le discours politique des dirigeants européens, et notamment des dirigeants français. Quand encore récemment, à l'occasion de la venue du président Rivlin, le président Macron a rappelé, ça peut paraître une formule creuse comme ça, que la France est totalement déterminée à assurer la sécurité d'Israël, et que pour la France et que pour l'Europe, la sécurité d'Israël, c'est une ligne rouge. Ça ne veut pas dire que demain matin, les soldats français vont venir se battre en Israël. Les Israéliens n'en ont pas besoin. Ils n'ont jamais demandé à un soldat étranger de venir les défendre. Et ce n'est pas demain la veille que ça arrivera. C'est un message tourné directement vers les ennemis d'Israël pour dire la sécurité d'Israël, c'est la sécurité de l'Europe. Et nous ne permettrons pas une aventure militaire qui entraînerait tout le Moyen-Orient dans un embrasement généralisé avec des répercussions économiques, stratégiques, militaires pour l'ensemble de l'Europe et l'ensemble du monde. Donc ça veut dire très clairement, les Iraniens sont mis en garde. S'il devait y avoir une confrontation, les Israéliens auraient les mains libres pour se défendre. Et par conséquent, il ne faut pas compter sur le soutien de la communauté internationale ou sur cette espèce de choc des images qui fonctionne très bien avec les Palestiniens, mais qui ne fonctionnerait ni pour le Liban, ni pour l'Iran, ni pour le Hezbollah. Donc, à bon entendeur, salut. Ça invite toutes les parties à se tenir bien prudemment à sa place. Et en attendant, c'est la surenchère des armes, c'est la surenchère des invectives. Et je crois qu'il faut être naïf de rien du tout et ne pas croire que le monde se désintéresse de la situation d'Israël pour une raison très simple. Non pas parce qu'on aime plus Israël aujourd'hui qu'hier, mais tout simplement parce que la situation d'Israël, c'est la situation du monde. Et chacun a bien compris qu'on est tous dans la même galère et que si on doit prendre l'eau, on la prendra tous ensemble et que personne n'a envie de couler dans ces temps difficiles. Parle bien. On cherche décideurs politiques en Israël et Premier ministre, vous avez une bonne chance. Allez-y, madame, mais parlez fort, parce que vous n'avez pas de micro. Allez-y. Alors, je suis Brigitte Barkatz, ça fait 12 ans que je suis en Israël. Alors, monsieur Belen, Elle a dit qu'elle l'aimait, qu'elle l'adorait. Voilà, je reprends. Elle m'adore, voilà, c'est dit fort. Moi, ce que je voudrais dire, par rapport à l'UE, on parlait tout à l'heure d'antisémitisme des magazines du média, et on les connaît. On a les mêmes ici à la maison, malheureusement. Et je voulais parler de l'UE, parce que l'UE est peut-être aussi l'antre de l'antisémitisme absolument terrible à Bruxelles.
et que je voulais, par rapport à ça, parler des accords de Barcelone qui ont été signés juste après la guerre de 73 de Kippour, donc en novembre 73 par De Clercq, qui ont été écrits par De Clercq. Et je voudrais savoir ce qu'il en est aujourd'hui. Est-ce que c'est pas la suite logique de ces accords qu'on voit aujourd'hui, avec cet antisémitisme aujourd'hui, en UE, c'est-à-dire l'Europe, qui subit tout ça? Oui. Voilà, la question, c'est de savoir quel est le lien entre le contrat qui a été passé à la suite de la guerre de Kippour en 1973 au niveau de l'antisémitisme et pour l'Europe. L'antisémitisme européen, malheureusement, est en train de revenir à la surface pour des raisons qui sont des raisons classiques de crise. Est-ce que l'Europe est anti-israélienne? Je ne crois pas. Je crois qu'on aide bêtement les Palestiniens avec des situations sur le BDS et tout qui sont insupportables. Pour autant, à part en Allemagne, où je suis très inquiet de voir l'Allemagne reprendre ses vieux travers, je voudrais dire des choses le plus modérément possible. Il faut craindre l'Allemagne. Car l'Allemagne a éradiqué totalement le nazisme. Quand je parle de tout ça, c'est plus le nazisme. Mais l'Allemagne est une puissance forte, qui a un vieux complexe germanique de puissance. Elle domine l'Europe incontestablement. Elle n'est pas antisémite, mais en même temps, on voit ressurgir en Allemagne des séquelles qu'on préférait voir oubliées. Alors il faut être très attentif à ça. Ça n'a pas de rapport avec Barcelone, c'est tout nouveau ça. Parce que l'Allemagne se sent de nouveau une grande puissance internationale. Et donc elle a tendance à abuser. C'est très inquiétant. Pour le moment, ça n'atteint pas encore un degré d'inquiétude suffisant. Je crois que les Allemands eux-mêmes, d'ailleurs, doivent être les premiers à réagir. Il faut dire que l'arrivée massive de Mme Merkel et de ses immigrés a largement contribué à une renaissance du nationalisme allemand teinté de xénophobie et donc d'antisémitisme. Quand il y a xénophobie, il y a antisémitisme. C'est lié. Et donc les Allemands sont en train de franchir quelquefois la ligne, la cote d'alerte. Je ne crois pas quand même. La Pologne a toujours été très très ouverte à ce genre de propos. Et c'est vrai que dans les discours des dirigeants polonais, il y a des moments quand même où on se demande si on n'est pas revenu en arrière. Là encore, vigilance. Mais comme en France, comme en France. Cela étant, est-ce qu'on peut dire que l'antisémitisme est en train de renaître en Europe? Il faut être vigilant. Mais je ne crois pas. En tout cas, il y a des réflexes de jalousie, quoi. Vous savez, dans l'antisémitisme, il y a fondamentalement des superpositions d'antisémitisme, mais qui reviennent souvent au fait qu'on considère que le juif réussit là où les autres échouent. C'est comme ça. C'est une vertu et en même temps, c'est un gros défaut. Mais il y a de la jalousie, il y a de l'envie. En France, on a tué Ilian Halimi parce qu'il était juif. Il n'était pas riche, pourtant. Mais il était juif, donc il était riche. Il y a de ces amalgames en Europe qui jouent contre les juifs. Et bon, c'est très préoccupant. Mais je ne pense pas quand même que l'Europe se laissera reprendre à ce drame. En tout cas, on réagira violemment, croyez-moi. L'antisémitisme, sans pitié. La France est défigurée par M. Dieudonné. Elle est défigurée par ce que j'entends dans les rues, quelquefois. Elle est défigurée par ce que nous voyons dans les manifestations d'une femme juive assassinée parce qu'elle est juive. Elle est défigurée aussi par le silence des musulmans en France, qui sont trop silencieux, même si au fond d'eux-mêmes, beaucoup ont peur. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, les musulmans devraient réagir beaucoup plus. Dans les manifestations que je suis, j'ai fait toutes en France. Il y a une poignée de musulmans. J'ai une poignée là-dedans. Il y a 8 millions de musulmans en France. Où ils sont les 8 millions? Où ils sont? Même au moment de l'affaire
de la fameuse affaire de Charlie Hebdo, pas de musulmans, hein. Il y avait quoi? Un petit carré de 8 millions de personnes. Et là, cette absence, cette espèce de silence est peut-être plus inquiétant encore que les manifestations que l'on subit en Europe, en Pologne ou en Autriche. Très inquiétant. Le silence des musulmans sur l'antisémitisme m'inquiète beaucoup. Est-ce que tu pourrais partager avec nous un petit peu quel doit être le sentiment de la communauté juive de France, compte tenu de la complexité de la situation française aujourd'hui, sociétale, économique, politique, les immigrants, les migrants, le reste, pour savoir si véritablement, ici on voit bien sûr des choses un petit peu disproportionnées, mais quand on voit le nombre de gens qui viennent en Israël et qui quittent vraiment avec un chagrin épouvantable la France, à laquelle ils sont fortement attachés, à la culture, à la langue, tout ce que représentait l'idée de la France pour beaucoup. Et pourtant, quelque part, à cause de l'insécurité, à cause du sentiment que peut-être la République aujourd'hui n'est pas vraiment capable d'assumer une sécurité de ces citoyens-là. Oui, ma thèse, c'est que l'ALIA, c'est un engagement personnel. Ceux qui font leur ALIA, ils ont des raisons de le faire, qui sont des raisons profondes, et moi je ne suis pas en mesure de critiquer, ni de dire si c'est bien ou si c'est mal, c'est leur problème. Alors, là-dedans, il faut peut-être bien... L'autre jour, j'étais dans une émission avec Moati, Serge Moati, qui est formidable, qui est génial. Sauf que lui, il a écrit un bouquin qui est une catastrophe. Oui, c'est une catastrophe. Donc je le chope parce que je connais bien. Et on était avec un type qui a fait un film sur la Palestine, où évidemment les Palestiniens, on leur faisait des misères, etc. C'était incroyable. Je ne sais pas s'il est sorti en Israël. Enfin, bientôt vous verrez sur les télévisions françaises, ça ne manquera pas. Parce que ce genre de film passe sur les télévisions françaises. Bref. Et alors, le Palestinien en question, là, qui était là, le metteur en scène, on commence à parler, et puis il nous dit, comprenez, Israël, au fond, et ils sont venus parce qu'ils sont sionistes. J'ai dit, vous foutez de ma gueule ou quoi? Vous croyez pas que c'est le club méditerranéen qui a fait des voyages au Maroc, en Tunisie, pour les faire partir, non? Hein? On leur a pas organisé des charters pour venir. Et même Moati, qui est tunisien, j'ai dit, Serge, on t'a foutu dehors, toi aussi, comme tout le monde. T'es pas venu comme ça par hasard. Mais voilà, c'est exactement ça. C'est que, voilà la situation telle qu'elle est dans notre pays, où on pardonne tout aux Palestiniens, mais on ne comprend pas qu'en réalité, les Juifs ont été chassés de pays en nombre. Enfin, il n'y a pas un Juif en Algérie, quoi. Le Maroc, qui était un pays où il y avait des Juifs par milliers, par dizaines de milliers, il y a un plus. Centaines de milliers. La Tunisie, l'Irak, partout. Partout, les Juifs ont donné la connotation essentielle du Moyen-Orient. Bon, eh bien, ils sont dans le Moyen-Orient, en Israël. Parce qu'ils ont toujours été... Tu trouveras plein de gens qui vont te dire que l'âge d'or de la coexistence entre les Juifs et les Arabes en terre d'islam, l'âge d'or, c'était tellement incroyable qu'ils étaient tellement heureux, les Juifs, dans le monde arabe, qu'il n'en reste plus un seul. C'est ça. Donc ça doit être pour ça. Absolument. C'est la limite, quoi. Non, mais... donc, il est normal que les Juifs reprennent, s'ils le souhaitent, en Israël, par Israël, la place qu'ils ont toujours eue au Moyen-Orient. Personne ne peut le leur reprocher. C'est pas du sionisme, c'est du sionisme aussi, tant mieux. Moi, j'aime bien le sionisme. Mais c'est comme ça. Il est important qu'au Moyen-Orient, il y ait une collectivité juive puissante qui donne à ce Moyen-Orient la coloration qu'elle était en train de perdre. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est comme ça que je comprends la DIA, moi. Cela étant, la République, je comprends que des gens aient peur. Souvent, c'est lié, les deux choses sont liées, c'est très difficile à dire. Moi, dans le 16e arrondissement, je trouve que je fais le maximum pour que les Juifs soient le mieux possible. D'ailleurs, c'est un succès, puisqu'il y en a de plus en plus. Je m'en félicite. Mais je comprends que quand on habite à Sarcelles, là, je comprends que la question se pose. D'abord parce que soit on a suffisamment d'argent pour venir dans l'ouest parisien, puisque en réalité la communauté juive est en train de se concentrer dans l'ouest parisien, le Valois, le 17e. C'est une sorte de Birobidjan parisien. Absolument. Mais donc,
pas tous, mais en même temps, je comprends qu'à Sarcelles, les gens se disent comment ça se fait. Alors, ça me permet d'évoquer en 2 minutes, hein, je vous laisse la parole après, la question de l'antisémitisme français. Pourquoi les tribunaux français sont aussi incompétents pour sanctionner l'antisémitisme? C'est une vraie question. Et pas facile d'y répondre. Alors, il y a plusieurs... Je vais vous la faire courte. En réalité, le droit français est mal foutu sur ces questions. D'abord parce que les procureurs de la République, malgré toutes les circulaires que l'on fait, n'appliquent pas la loi. Pourquoi ils n'appliquent pas la loi? Non pas parce qu'ils sont antisémites, il y en a sûrement quelques-uns. Mais enfin, en général, ils sont antisémites. En réalité, quand on a un procès sur antisémitisme, où on a à Sarcelles un type qui se fait taper parce qu'il porte une kippa, c'est une délinquance, c'est un délit, quoi, incontestablement. Les juges français, d'abord, il y a très peu de plaintes. Parce que comme ils habitent dans des pays, dans des communes où il y a beaucoup de musulmans et beaucoup de juifs, ils se disent, si je porte plainte, ça va dérouiller dans la famille. C'est vrai à Créteil, etc. Bien, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que quand vous portez plainte, en France, il faut, avec le droit français, démontrer un truc qui est complètement impossible à faire. Je n'arrête pas de le dire au garde des Sceaux. Il faut démontrer que le caractère de votre agresseur était antisémite. C'est vous qui devez démontrer que vous vous êtes fait taper sur la gueule parce que vous étiez juif. Alors que les Anglais, et c'est pour ça que l'antisémitisme, c'est le contraire, les Anglais considèrent que lorsqu'une personne porte plainte en disant « j'ai été agressé parce que je suis juif », c'est à l'agresseur de dire ce qu'il pense, s'il l'a fait, oui ou non. C'est totalement différent. C'est totalement différent. En réalité, le scandale qui a été l'assassinat de Sarah Halimi et de Mireille Knoll. Eh bien, il faut changer. Mais là, on va dire, j'ai essayé parce que je suis juriste. Alors, il faut changer tout un concept du droit français qui est l'anonymat de la délinquance. En France, quelle que soit la nature de la délinquance, c'est la même. Que vous fassiez casser la figure parce que vous êtes juif, vous fassiez la figure parce que votre femme vous emmerde, c'est exactement pareil. Hein? C'est pareil, ça ne va pas du tout. Donc moi j'essaye de pousser maintenant vers le droit anglais, et là vous verrez qu'on sanctionnera mieux. Cela étant, du coup, ça ne change rien, et effectivement, l'antisémitisme n'est pas suffisamment sanctionné dans ce pays, malgré les lois qui sont bonnes. Hein. Les lois sont mal appliquées à cause de ça. J'ai beaucoup cherché, pourquoi. J'ai interrogé les procureurs, les gardes des Sceaux et tout, et leur idée, on voit bien que c'est ça qui coince. Parce que les gens ne portent pas plainte. Ils ont peur. Ils ont peur. Parce que c'est à eux de te dire « il m'a tapé dessus parce que j'étais juif ». Vous voyez la difficulté. D'où, à mon avis, la poussée un peu vers l'ALIA. Mais ça ne suffit pas pour expliquer l'ALIA. Je ne crois pas. Je ne crois pas. En tout cas, je ne désespère pas de faire comprendre au gouvernement français qu'il y a peut-être de temps en temps des lois qu'il faut modifier dans un bon sens. Je le ferai, promis. Alors, on va prendre une dernière question. Allez-y. Bonsoir à tous, bonsoir M. Collet-Besquet. Tout d'abord, merci d'être parmi nous. J'ai une double question. Et toute pour une solution à double État. Et comment imaginez-vous Israël et le Moyen-Orient dans 10, 20, 30 ans, 50 ans? Oui, mais moi je crois qu'il faut... C'est une question de jeune garçon. C'est un sujet de colloque, on va demander à Denis Charby d'y réfléchir et puis... Mais il est mieux placé que moi pour y répondre. Moi je suis pour une solution à 2 États, mais 2 États tels que Israël l'envisage. C'est-à-dire il n'est pas question d'armer la Palestine, c'est clair. Hein. Et il n'est pas question de lâcher Jérusalem, c'est clair aussi. Et alors ça, quand je dis ça à la télévision, évidemment tout le monde se met à hurler, mais Jérusalem restera la capitale de l'État d'Israël. Pour des raisons historiques, mais surtout pour des raisons d'intérêt collectif. Comment voulez-vous garder une ville comme Jérusalem, qui est une ville difficile, sinon par un État puissant? Il faut rigoler tous. Et tolérant. Et tolérant, mais oui, bien sûr. Ça ne peut être que comme ça. Et puis, je crois que ça ne cédera pas, et il ne faut pas céder. Alors après, il y aura peut-être des discussions sur les implantations, mais tout ça se fera parce que les Palestiniens auraient décidé de négocier. Mais il faut 2 États. Je vais vous dire, pour in fine, si vraiment les Palestiniens voulaient se sortir de la détresse dans laquelle ils ont dans Gaza une perle pour le Moyen-Orient. Ils pourraient faire de Gaza un Singapour. Je
je vous assure. La situation de Gaza telle que c'est, en plein cœur du Moyen-Orient, juste à côté de l'Égypte, à côté d'Israël, etc., si vous mettez un peu d'intelligence économique là-dedans, et vous faites fortune. Et je crois que ce qu'Israël peut apporter, pour finir, au Moyen-Orient, c'est cette intelligence économique. C'est vrai que, Shimon Peres le disait souvent, Israël peut transformer le Moyen-Orient et faire de ce territoire qui est désolé. On regardait tout à l'heure la différence entre ce qu'est Israël, et moi je connais un peu la Palestine, ça se voit à l'œil nu. Comment peut-on imaginer que Gaza reste Gaza avec une situation pareille? Tous les sociologues, les géographes vous diront, mais il y a un truc extraordinaire à faire là-dedans. Il y a une économie formidable à faire. En plus, avec le gaz qui vient de sortir, c'est incroyable ce qui se passe. Il ne se passe rien. Israël peut apporter l'intelligence économique mondiale à cette région. Et je crois que tôt ou tard, ça se finira comme ça. Parce que je crois encore à l'homme. Il y a quelques projets dans ce sens. Il y a l'eau entre la mer Morte et la mer Rouge. Oui, je sais. Et puis il y a aussi des idées pour faire une île en face de Gaza avec un aéroport et un port. Mais avant tout ça, il va falloir virer le Hamas. Et ça, c'est une autre histoire. Ouais, absolument. Non, mais le Hamas, écoutez, c'est quand même invraisemblable que ce Hamas n'ait pas l'intelligence de comprendre qu'ils ont un territoire qui peut faire, mais qui peut faire leur fortune. C'est pas ça qui les intéresse. Non, ça les intéresse pas. Ça les intéresse. On va demander à Arié. Je veux dire quelque chose avant de laisser Claude Wasgen conclure, parce que c'est sa soirée ce soir. Tout à l'heure, dans ton intervention, tu as évoqué le fameux discours, enfin la conférence de presse que le général de Gaulle a donnée après la guerre en 1967, la fameuse guerre des 6 jours. Et tout le monde a retenu la phrase peuple sûr de lui, dominateur. Et cette phrase a fait scandale. C'est pas celle-là qui me paraît être importante. Alors je voudrais vous inviter à retourner sur Google ce soir, ou dès que vous en aurez le temps, pour réécouter cette conférence de presse. Elle existe, intégrale. Et vous allez trouver une phrase que je vais vous citer de mémoire et qui explique finalement le malaise qui existe encore aujourd'hui, 70 ans après sa création, entre l'Occident, l'Europe, disons le monde chrétien, on va dire un petit peu comme ça, et l'État d'Israël. De Gaulle disait cette chose-là, s'agissant de la victoire spectaculaire de l'État d'Israël lors de la guerre des 6 jours, il était inquiet que les Juifs, grisés par leur victoire, n'en viennent à vouloir retrouver leur grandeur passée. Écoutez bien, ça c'est beaucoup plus important que l'histoire du peuple sûr de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le monde occidental, que l'Europe, redoute de voir les Juifs retrouver leur grandeur passée. C'est simplement vous dire que le retour du peuple juif sur sa terre, c'est quelque chose qui, au-delà de l'admiration, au-delà de la culpabilité que l'on peut ressentir après ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais voir revenir le peuple juif sur sa terre, ça crée une situation de malaise dans la société occidentale. Voilà pourquoi je trouve que parler d'Israël à l'heure des nations, et moi j'ai l'habitude de dire que nous sommes, à l'occasion de ce 70e anniversaire, dans l'heure de vérité dans la relation entre Israël et les nations. Et c'est ce problème-là qu'il va falloir régler. Et c'est tout le combat que nous menons notamment avec Elnet pour mener cette bataille qui est existentielle pour l'avenir d'Israël, c'est cette guerre contre la délégitimation. Et cette bataille, c'est, le ministre Michael Oren disait récemment dans un tweet, « The battle for truth », la bataille pour la vérité. C'est cette bataille qu'il nous faut aujourd'hui gagner. Il n'y aura pas de vérité sans justice, et il n'y aura pas de paix sans justice et sans vérité. Et c'est sur cette peut-être petite idée que je voudrais donner l'occasion à Claude Wasgen de nous dire les mots de conclusion, non sans vous inviter à retourner sur cette question-là. Et si Claude le veut bien, à une prochaine occasion, nous consacrerons une soirée à réfléchir justement sur ce point, sur ce nœud gordien, finalement, de la relation entre Israël et les nations, qui touche non pas à la sécurité, mais à la légitimité d'Israël. Très bien. Moi, je rajoute le mot, mais je l'ai quasiment dit, mon frère l'a dit là tout à l'heure. Soyez fiers d'Israël. Soyez fiers d'Israël. Vous ne vous rendez pas compte, parce que vous y êtes, et que vous connaissez des difficultés quotidiennes, que je comprends, qui sont économiques, sociales, politiques.
soumis au terrorisme. Est-ce que vous vous rendez compte dans l'histoire ce que représente entre 1948 et de nos jours la création d'Israël? Voilà un pays qui se crée au pire moment du XXe siècle. Le XXe siècle, l'horreur absolue, le siècle de toutes les terreurs, de toutes les démesures, de toutes les folies. Voilà que ce pays se crée en 1948. Dans toutes les difficultés, il est détesté par tout le monde. On lui fait la guerre, on lui en veut, personne ne l'aide. Regardez aujourd'hui, c'est une merveille. C'est pour ça que je tiens à vous dire, franchement, soyez fiers. Soyez fiers. Soyez fiers de ce qu'est Israël pour l'histoire de l'humanité. Vous voyez, je vais bien au-delà d'Israël, pour l'histoire de l'humanité. Que le monde soit encore capable de faire pousser un pays de cette envergure, de cette intelligence, de cette ouverture, que le monde, à un moment où le monde est détruit et pourri, le monde, hein, on tue tout le monde là-dedans, eh bien, naît l'espoir. Naît l'espoir, et vous en êtes une partie prenante essentielle. Et moi, merci, Robert. Et moi, je suis fier de participer avec vous et à vos côtés, en vous aidant de cette merveille pour l'humanité qu'est Israël. Merci, Robert. Voilà. Merci à vous. Heureusement qu'on en a un comme ça. Hein. Il est chéri. Non mais je prends.